On va parler donc maintenant euh, de, euh, de, euh, de, d'informations de la campagne de Kamala Harris, d'informations internes, de où la campagne Kamala Harris estime qu'ils sont à l'heure actuelle. Thomas, si tu peux mettre notre carte Road to 270, donc notre carte interactive, je sais que c'est toujours un moment qui est extrêmement intéressant. Et encore une fois, ce sont des informations internes sur du early vote. D'accord? Le early vote, on va voir, ça va peut-être monter 60, 70, mais il y a encore 100 millions d'Américains qui vont voter. Donc ça peut changer les choses. Mais on va regarder. On va commencer, tiens, au niveau de l'Arizona. Non, pas de l'Arizona, au niveau du Nevada, au niveau de Las Vegas, par exemple. Et la campagne Kamala Harris aime beaucoup les chiffres qu'ils sont en train de voir au Nevada, où les courbes se sont croisées. Les courbes, ce sont le nombre d'électeurs. Ça a commencé très très haut avec beaucoup d'électeurs républicains du Nevada rural. Il y avait eu beaucoup d'efforts du Parti républicain local pour que les électeurs républicains aillent voter le plus tôt possible, donc un retour à la tradition du early vote. Et donc, au niveau du Nevada, il y a eu un démarrage très très fort des républicains. Mais les courbes se sont croisées, sont en train de se croiser, même si d'une manière générale, les républicains ont toujours de l'avance sur le early vote, mais l'écart est en train de se faire à mesure que, un, le courrier arrive et que, deux, les électeurs jeunes sont en train de rentrer. Et aujourd'hui, grâce au nombre de bulletins qui ne sont pas encore arrivés, le fait que le week-end dernier, il y a eu un nombre massif de jeunes qui sont allés voter, ces fameux nouveaux électeurs qui ont été amenés là par la campagne de Kamala Harris, le fait que Kamala Harris est ce soir au Nevada et on pense que le drive de ce week-end va être énorme, du côté de la campagne de Kamala Harris, on considère qu'elle est bien placée, donc on va le mettre en bleu, elle est bien placée au niveau du Nevada. Au niveau de l'Arizona, on considère que c'est un peu plus compliqué actuellement, que Donald Trump est le favori au niveau de l'Arizona pour l'instant, mais ce qui est crucial au niveau de la campagne de Kamala Harris, c'est ce qui va se passer ce week-end. D'ailleurs, Kamala Harris, au moment où je vous parle, est dans l'Arizona. On espère trois choses au niveau de l'Arizona. On espère que, un, le travail fait par les volontaires ce week-end, dans le week-end qui arrive, les 150 000 volontaires qui tapent à des millions de portes, va être payant. Deux, que le référendum pour inscrire le droit de l'avortement à la Constitution de l'Arizona va porter ses fruits, et une augmentation de la participation dans les réserves indiennes. Donc c'est vraiment un point important parce que c'est un électorat qui vote aux deux tiers, plus du deux tiers d'ailleurs, presque aux trois quarts pour Kamala Harris. Mais aujourd'hui, par prudence, ils préfèrent donner l'avance en Arizona à Donald Trump. Donc aujourd'hui, ils mettent l'Arizona en rouge. Donc vous voyez, nous passons à 272, à 230 contre 232. Élection extrêmement serrée. Il faut arriver, le premier qui arrive à 270. Donc on arrive au niveau de la Géorgie. Et au niveau de la Géorgie, c'est assez intéressant, c'est que la campagne Kamala Harris aime beaucoup les résultats qui remontent de ce early vote. Donc, c'est le fait que la plupart de ces nouveaux électeurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, près de 400 000 nouveaux électeurs qui viennent voter, sont des femmes jeunes noires. Le fait qu'il y a une très forte participation républicaine, mais les endroits où cette très forte participation républicaine est la plus élevée, ce sont des endroits où Nikki Haley avait le mieux performé.
Et aujourd'hui, au niveau de la campagne Kamala Harris, on considère que la Géorgie devrait rester dans le camp de Kamala Harris. Encore une fois, ce sont des informations à 5 jours, 5 jours de l'élection, sur du early vote. Sur du early vote, la situation peut changer. Tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose que personne n'arrive à mesurer, c'est ce jeune vote homme que pour l'instant, ce vote de jeunes hommes blancs américains ou de jeunes hommes noirs ou latinos n'est pas là. Il n'est pas là, hein, c'est la première information. C'est pour ça que vous avez vu tous ces messages d'influenceurs de la campagne de Donald Trump qui sont assez en train de paniquer, parce que ce n'est pas là, malgré les efforts d'Elon Musk, malgré le 1 million de dollars offert tous les jours par Elon Musk, qui aujourd'hui devait passer devant un juge au niveau du Michigan, je pense, et a fait reporter tout ça par ses avocats en disant qu'il voulait d'entrée partir au niveau fédéral, ce qui lui permet de gagner du temps et en attendant de continuer, vu que nous sommes à 5 jours. Il va profiter du système judiciaire et le fait d'avoir des avocats extrêmement bien payés pour échapper à la justice et continuer à donner ses chèques de 1 million par jour. On va maintenant au niveau de la Caroline du Nord. La Caroline du Nord, vous le savez, c'est que c'est un territoire qui est un État qui est visé par les démocrates. C'est celui que Donald Trump a gagné de manière le plus serrée en 2020, changement démographique. Ce qui vient perturber la donne, c'est une catastrophe naturelle. C'est le passage de Eileen, qui a mis en difficulté le vote par correspondance. Donc ça, c'est une réalité, distribution du courrier, etc., et qui a été utilisé de manière scandaleuse mais brillante de la part de Donald Trump pour justement aller chercher, motiver tous ces électeurs républicains en disant « Regardez, vous êtes abandonnés par FEMA, etc. » Toutes ces théories de la conspiration, c'est pour ça d'ailleurs que Kamala Harris a passé énormément de temps sur le terrain pour tenter de combler les dégâts faits par les mensonges de Donald Trump. Et donc aujourd'hui, lorsque les démocrates de la campagne de Kamala Harris regardent la Caroline du Nord, ils considèrent que les républicains, que Trump est légèrement en avance, qu'il y a plus de républicains qui ne sont pas en train de réussir leur pari. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas optimistes. Il y a encore une fois une immense organisation sur le terrain. C'est le point commun de tous ces États-là, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut vous dire que peut-être aujourd'hui, on va trouver on voit tous ces agrégateurs de sondages qui vous expliquent, et pour différentes raisons d'ailleurs, que l'élection est extrêmement serrée. En fait, dans la réalité, c'est que grâce à ce travail sur le terrain, ça peut basculer dans un tel sens que Kamala Harris peut-être avoir 315, 319, je ne sais plus le chiffre exact, grand électeur. Mais là, donc, on considère qu'il y a encore du travail à faire, qu'ils sont en retard sur leurs objectifs en Caroline du Nord. Hein, je vous ai dit que je vous donnerai toujours l'heure juste, comme on dit au Québec. Donc, ils sont en retard sur leurs objectifs, mais ils disposent donc une organisation extrêmement importante, du gouverneur et d'un trésor de guerre qui va leur permettre de faire ce push sur le dernier week-end qui est extrêmement important. On le voit au niveau de la campagne de Josh Stein, donc pour devenir gouverneur contre Mark Robinson. Josh Stein, sur le dernier semestre, a levé 50 millions de dollars. Mark Robinson en a levé 4,9. 5. Donc vous voyez la différence, la disparité. Du côté du Wisconsin maintenant, où était justement hier Kamala Harris, on aime beaucoup
beaucoup les chiffres qui sont là du early vote, avec un vote massif au niveau de Madison, au niveau des villes universitaires, de ces villes qui sont justement ces villes et ces banlieues résidentielles qui, les villes sont républicaines et les banlieues sont... non, les villes sont démocrates, excusez-moi, et les banlieues républicaines, les banlieues étaient anciennement républicaines et depuis 2020, elles ont basculé sur le côté démocrate. Et donc, on considère que Kamala Harris devrait remporter, si la tendance se confirme, devrait remporter le Wisconsin. Donc, on va mettre le Wisconsin en bleu. Avant ça, on regarde, on fait le point, on est à 246, 248, hein, donc vous voyez, c'est extrêmement serré. On met donc le Wisconsin en bleu. Voilà. Du côté du Michigan, c'est pareil. On aime énormément le chiffre des villes, du vote, du early vote. Vote massif dans les universités, donc de la jeunesse. Surtout, on aime énormément du côté de la campagne de Kamala Harris le nombre d'électeurs qui se sont inscrits ces dernières semaines, que la campagne a réussi à faire inscrire. Et donc, leur stratégie devrait s'avérer être payante. Alors, c'est vrai que du côté de Donald Trump, on essaye de convaincre, le vote arabe musulman à voter pour Donald Trump. Et il y a une communauté importante, mais je vous rappelle que globalement, sur le Michigan, ça représente environ 2% des électeurs. Qu'en 2022, les démocrates ont réussi à gagner ces élections sans le vote, les élections intermédiaires, donc y compris le poste de gouverneur, sans le vote de la communauté arabo-musulmane qui a voté républicaine de manière massive, principalement à cause des positions pro-LGBTQ, pro-trans des démocrates, donc qui est un thème qui est rejeté par la communauté arabo-musulmane. C'est les chiffres qui le disent, c'est pas un jugement de valeur, encore une fois. Et donc, on estime que là aussi, du côté de la campagne Kamala Harris, on est bien placé pour remporter le Michigan. Donc, on va mettre le Michigan en bleu. Et la bonne nouvelle, c'est que si cette tendance se confirme, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce que disait Jen O'Malley-Dixon en disant qu'on a plusieurs pathways pour arriver à la présidence, alors que Donald Trump en a quasiment un seul, qui est de remporter la Pennsylvanie. On voit que si on remporte deux États sur trois dans le Blue Belt et qu'on arrive à remporter la Géorgie, où les chiffres sont vraiment, même si dans les sondages, aujourd'hui, elle a quelques points en arrière et que Nate Silver explique que Trump a 65% de chances de gagner. Du côté de la campagne, on aime ces premiers chiffres-là. Encore une fois, c'est du early vote, hein. Il y a encore énormément d'Américains qui vont voter. Et donc, ça peut faire basculer aujourd'hui des tendances parce que le point commun de tous ces États-là, c'est qu'à l'heure actuelle, la campagne de Kamala Harris se prépare à des marges extrêmement serrées État par État, genre du 1% de voix quasiment dans les 7 États. C'est-à-dire que ça peut se jouer sur vraiment quelques dizaines de milliers d'électeurs ici et là. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tirer de conclusion définitive du early vote. Mais on voit que si c'est cette carte électorale-là, et que donc on arrive à remporter du côté de Kamala Harris la Géorgie et le Nevada, il n'y a plus la pression de la Pennsylvanie. Mais justement, au niveau de la Pennsylvanie, on est confiant avec prudence, principalement pour deux raisons. Le fait que les villes votent bien, qu'en 2020, les banlieues de Philadelphie ont glissé un peu plus sur la gauche, banlieue de Pennsylvanie, Pittsburgh, etc., etc. Et surtout, on se rend compte qu'il y a un très bon report de voix des républicains, de ces fameux républicains
Hein, je vous rappelle le score de Nikki Haley en 2000, l'année dernière, en 2023, pendant la campagne des primaires, même début 2024, pendant la campagne des primaires. Et on se rend compte que du côté de la Pennsylvanie, il y aurait plus de 10% des républicains qui voteraient Kamala Harris, et que donc on est optimiste avec prudence. Et donc, pour l'instant, on met la Pennsylvanie en bleu. Donc voilà, ce qui ferait aujourd'hui, à 5 jours de l'élection, en se basant sur les chiffres qui remontent du early vote, sur les données de la campagne, on est dans du 292-246. Tout ça peut encore basculer, c'est sur du early vote, ce sont des informations qui remontent à hier, donc basées sur de la donnée qui allait jusqu'au 30 octobre. Le early vote de ce week-end va permettre d'affiner ça. Il y a énormément de travail sur le terrain pour augmenter les marges, pour se donner une sécurité. Par exemple, se dire, bah, tiens, si on remporte l'Arizona, on peut perdre dans cette optique-là. Vas-y, mets-nous l'Arizona en bleu. Voilà, si on a l'Arizona en bleu, on peut perdre le Wisconsin, par exemple, ou même le Michigan. On peut perdre le Michigan. Allez, on est à 288. Donc, vous voyez l'importance. C'est cette idée de se dire que cette campagne est aujourd'hui légèrement favorite contre Donald Trump parce qu'elle a plusieurs cartes, elle a plusieurs possibilités de gagner cette élection. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous revoilà. Merci d'être aussi nombreux au rendez-vous. Merci pour vos messages. Je vois passer le chat. Thomas, je viens de t'envoyer une vidéo justement qu'on va regarder pour conclure ce sujet-là. Donc voilà, c'est aujourd'hui, à 5 jours de la campagne où la campagne Kamala Harris estime être. Du côté de la campagne de Donald Trump, on a fait fuiter, ce qui est jamais un bon signe, on a fait fuiter un mémo de son pollster qui déjà lui avait annoncé sa victoire en 2020 d'ailleurs. Qui cette fois donc disant qu'il était mieux placé encore que 2020. Il est peut-être mieux placé dans le sens où cette élection peut être potentiellement plus serrée. C'est une élection qui va se jouer de manière importante. Elle va se jouer par rapport à la participation. Il est clair que pour répondre à notre question sur notre élection, la question sur le rôle des femmes, aujourd'hui, de manière très claire, les femmes sont celles la tendance qui se dessine, ce sont les femmes qui vont permettre à Kamala Harris d'arriver à la Maison-Blanche. Normalement, encore une fois, la réserve qu'il faut toujours garder. Dimanche, on fera une émission spéciale de Maintenant Dimanche consacrée au baromètre. Et donc, le seul facteur que personne ne peut mesurer, c'est de savoir s'il va y avoir ce vote qui n'existe pas, ce vote de ces électeurs qui sont en colère,
qui ne votent pas. Donc on en fera le tour dimanche. Pour l'instant, ce n'est pas un électorat qui s'est manifesté, malgré la présence d'un Elon Musk en Pennsylvanie, par exemple, qui a fait tous ses efforts. D'ailleurs, il a arrêté, c'est assez intéressant de voir il a passé une semaine en disant je vais être ultra présent, et maintenant il est passé à une autre stratégie qui est de mettre en avant soi-disant des irrégularités du vote. C'est aussi un signe intéressant de voir combien depuis 2 jours la campagne de Donald Trump préfère mettre en avant, au lieu que ce soit des bons chiffres, préfère mettre en avant le fait que soi-disant en Pennsylvanie, on s'apprête à voler le résultat pour Donald Trump. Je trouve que c'est quelque chose qui est clair. Pour terminer, on va écouter une interview qui a été diffusée récemment sur CBS d'un des meilleurs spécialistes justement de l'étude du early vote et du nombre de personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales. Je vous rappelle aussi que parmi tous ces nouveaux électeurs, pourquoi on est confiant au niveau de la campagne de Kamala Harris, c'est que l'entrée de la campagne de Kamala Harris, l'appel de Taylor Swift à venir s'inscrire sur les listes de vote ont créé un surplus d'électeurs ces dernières semaines, démocrates, et qui donc vont voter. Donc on va écouter Tom Bonnier. Tom Bonnier, c'est un des dirigeants d'une compagnie qui s'appelle Target Smart, justement, qui surveille, recense tous ces mouvements-là, et donc il va nous donner son avis à 5 jours de l'élection sur ces 60 millions de bulletins de vote, de savoir quelles sont les conclusions à en tirer. On écoute tout de suite. This early vote has historically benefited Democrats, but it looks a little different this year, and people are having difficulty getting a measure for it. What do you make? Yeah, well, there's a good reason for that. So 2020 was a unique year, to put it mildly. We know the impact the pandemic had. We had a mass expansion of the early voting around the country, and we know Democrats were much more COVID conscious, so they were much more likely to vote before Election Day. We're seeing a lot of vote reversion back to how people voted before the pandemic. We have to remember at the same time in 2020, there was a mass evacuation of Republicans from the early vote. Donald Trump told them that voting by mail was fraudulent. So Republicans have been putting a lot of effort into getting their votes out early. We're seeing some minor movement towards Republicans in these battleground states, but perhaps not as big as they hoped or expected. John, the election officials in Georgia are calling their early vote record-shattering. What do you think about these numbers and the efforts by the Trump campaign to flip Georgia back to red? So the interesting thing about Georgia, and this is something that I have seen in other deep South states where you can track the racial component of early voting, is that Black early voting is noticeably down relative to 2020. And where that matters the most, of course, is in Georgia and North Carolina, where Kamala Harris absolutely needs a robust Black turnout to be able to carry those states. Let's look at broader then, John. What other states should give the Trump campaign pause, and which ones should make them optimistic? So what's interesting is when I look at across the country, what's actually happening is that overall early voting is down relative to this point in time in 2020. More specifically, in 2020, I showed that 77 million had early voted at this point, and there was a 17-point Democratic spread. As of this morning, we're looking at 64 million early votes with a 3-point Democratic spread. Now, with regards to the specific states, the ones that I think the Trump campaign can feel more comfortable about, I think Arizona is actually a good example where you're talking about a Democratic lead of +4 that has gone to a Republican lead of +8. Similarly, in Nevada, Democrat +6 to Republican +5. North Carolina, Democrat +8 to Republican +2. The only thing that they would be concerned about, but this is not a heavy early voting state, would be Pennsylvania, where the Democrats had a 46-point lead at this point in time in 2020. Right now, they have a 23-point lead. And Pennsylvania is the kind of state that even with the expansion of mail-in voting in 2020, thanks to the pandemic, you still have a culture where over 80% of the vote is cast on Election Day.
Tom, so much of the recent polling in Pennsylvania has that race estimated as tied. So how do you read the early vote in Pennsylvania and how the Harris campaign, what they have to do to keep that Pennsylvania vote intact and keep the whole blue wall intact? Well, as John just mentioned, what we've seen is a closing of the gap. Democrats just absolutely dominated the early vote in Pennsylvania 4 years ago by almost a 3-to-1 margin. Again, Donald Trump has told his supporters it's okay to vote by mail this time. You're seeing a lot of them coming back. The reason why I think Democrats still feel good about what they're seeing is almost 50% of the Republicans who have voted by mail so far were just election day voters last time around, meaning Republicans aren't creating new votes out of the vote by mail. They're really just converting election day voters to early voters. And in fact, when you look at the new registrants, people who have registered to vote in Pennsylvania over the last 4 years, Democrats still have a 20-point advantage among those early voters. Tom, I want to quickly touch on either Michigan or North Carolina. We have reports out of Michigan about robust turnout so far, and North Carolina was brought up by John. Do you have a read on either of those two states? Yeah, Michigan's a fascinating one to me. We expected to see the vote shift at least slightly Republican in every state because of everything I've mentioned. In Michigan, our models are actually showing the early vote leaning more Democratic than it was at this point in 2020. We've seen record-breaking early voting numbers in the early in-person in Detroit. We're seeing big numbers from black seniors, especially in Wayne County. So again, I think the Harris campaign likely feels pretty good about those numbers in Michigan. Voilà, Tom Bonnier donc, vous confirme deux des points que je viens de mettre en avant. Avant, John Cobillion, il fait un exercice que moi je trouve qui est vain et qui est inutile, qui est de comparer des chiffres de participation de 2024 à 2020 en disant mais là il y a moins de démocrates ou il y a plus de républicains qui ont voté. Je ne pense pas que ça soit un point valide parce que comme ça a été précisé en début de reportage, le fait que les habitudes de vote ont changé, on n'est plus en période Covid. Et l'enseignement qui est extrêmement intéressant lorsqu'on parle de la Pennsylvanie, par exemple, où il y a plus d'électeurs républicains qui ont voté pour la première fois le early vote par rapport à 2020. Encore une fois, parce que Donald Trump, cette fois-ci, leur a donné l'autorisation de le faire. On se rend compte que ce ne sont pas des nouveaux électeurs. Ce sont principalement des électeurs qui, au lieu de voter le jour de l'élection, ont voté en avance. Alors tout à l'heure, et c'est la même impression qu'on a désormais en Géorgie, je vous expliquais qu'en Géorgie, sur ces 3,5 millions d'électeurs qui ont voté, on voit qu'il y a près de presque 700 000 nouveaux électeurs. Et lorsqu'on regarde la couleur politique de ces nouveaux électeurs, on se rend compte qu'ils sont démocrates. Et c'est ce que dit Tom Bonnier au niveau de la Pennsylvanie, que les électeurs républicains qui votent sont des électeurs qui auraient voté dans tous les cas, mais quand on regarde les chiffres de ces nouveaux électeurs qui arrivent, ils sont avec un avantage plus 20 aux démocrates. Et puis après, il va sur le Michigan en vous expliquant cette participation record. Ironiquement, on aime beaucoup ça à Detroit, avec une participation énorme à Detroit et parmi cette participation-là, à la fois des personnes âgées, afro-américaines, et puis une jeunesse. Et donc, voilà, si on veut voir le côté, le verre à moitié plein ou à moitié vide, lorsqu'on parle du retard de l'électorat démocrate noir américain, par exemple, au niveau de Fulton County, ce qui était souligné, en disant que pour l'instant, ils n'ont pas voté. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas voté et ils ne vont pas voter dans les jours qui arrivent et le jour de l'élection, ou alors que c'est justement, ils vont voter, mais ils ne l'ont pas encore fait, et s'ils le font, c'est une réserve de voix qui va être tellement importante que ça va permettre à Kamala Harris de garder la Géorgie. Voilà, ça va être un des enjeux de ces dernières semaines. Allez, on fait une petite pause et puis on se dit au revoir. À tout de suite.